Un juré d'assises est un citoyen, âgé d'au moins 23 ans, tiré au sort sur les listes électorales pour exercer, aux côtés de magistrats professionnels, la fonction de juge. Ils sont 6 en premier ressort et 9 en appel. Une fois convoqués, ils doivent prêter serment et s'engager à juger en toute impartialité. Le jury populaire est né en 1791, après la Révolution française, en réaction à l'arbitraire de la justice de l'Ancien Régime. À cette époque, les tribunaux criminels départementaux, les ancêtres de la cour d'assises, étaient composés de magistrats professionnels, d'un jury d'accusation chargé de l'instruction et d'un jury de jugement chargé de statuer sur la culpabilité. Le jury a évolué sous différentes formes, traversant toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Depuis une loi de 1941, jurés et magistrats statuent ensemble sur la culpabilité et sur la peine. Les jurés sont là parce que la justice en France est rendue au nom du peuple français. Et le fait que des jurés soient dans un jury, cela montre que la justice est pleinement associée aux décisions que peuvent prendre des citoyens. Donc je suis Denis Roucou, magistrat depuis 1984. J'ai été juge d'instruction, juge des enfants, président d'audience correctionnelle et président de cour d'assises. La première journée d'une session de cour d'assises, on fait ce qu'on appelle la révision de la liste. Parce que, entre le moment où les gens ont été tirés au sort sur la liste annuelle, voire sur la liste de session, il y a des gens qui ont pu décéder, qui peuvent être malades, qui peuvent avoir des empêchements. Et le deuxième temps de cette demi-journée, c'est effectivement un temps de formation où le président de la cour d'assises, mais surtout un représentant du ministère public et un représentant du barreau vont expliquer quel va être le rôle de chacun des intervenants au cours de la cour d'assises. À l'époque où je présidais les cours d'assises, il y a quelques années, nous allions l'après-midi, ça se passait le matin, et l'après-midi, on allait systématiquement visiter une maison d'arrêt. Ça ne se fait pas partout. Je trouve que c'est regrettable, parce que je trouve que c'est intéressant que les jurés qui vont prendre des décisions graves et qui vont le plus souvent, s'il y a une déclaration de culpabilité, conduire à des peines d'emprisonnement, sachent un petit peu où les personnes vont être amenées à passer les années d'exécution de leur peine. Je ne sais pas si vous y avez déjà assisté ou pas. On se réunit tous au premier jour au matin. Il y a l'ensemble des jurés dont on fait l'appel. Et après, ils sont tirés au sort par le président. Alors que ce soit l'avocat de la défense ou l'avocat général, on a un rôle de récusation. Sauf qu'on ne sait strictement rien d'eux. Maître Philippe Saladin, avocat et diplômé de l'école des avocats de Toulouse. La seule chose qu'on a, c'est leur âge, leur profession. Et à partir de ce moment-là, on essaye de se faire une opinion sur leur façon de se tenir, leur regard, est-ce qu'ils me regardent, est-ce qu'ils ne me regardent pas, mais ça se décide en une fraction de seconde. Certains anciens avocats, notamment Henri Leclerc, disaient que le premier juré, il faut toujours le récuser. Parce que ça donne l'impression aux autres qu'en réalité, vous les avez choisis. Donc moi, je m'applique cette règle. Par exemple, en décembre dernier, j'étais sur un dossier de viol en récidive qui était contesté d'un point de vue médical. Et il n'y avait pas de traces médicales, il n'y avait pas d'éléments médicaux qui faisaient partie des éléments de preuve. Donc j'ai regardé la liste des jurés, il y avait des personnes qui avaient un lien avec une profession médicale, donc si eux étaient tirés au sort, je les gardais. Mais après, c'est vraiment, j'allais dire, complètement au hasard. Hein. À chaque fois que je me levais, surtout sur la fin, j'espérais être récusée. Je ne pensais pas être sélectionnée, tirée au sort du coup, et surtout autant de fois, puisque sur 8 procès, j'en ai fait 6. Où à chaque fois on m'appelait, et ça j'oublierai jamais, juré numéro 33, et quand on se lève, on se dit bon, on va peut-être pas être prise, et puis quand on s'assoit sur son siège derrière le box, on se dit bon, c'est reparti quoi. Ça fait 20 ans en tout cas, j'ai pas la date exacte non plus, je pense que c'était en janvier, on va dire 2002. C'était un procès qui concernait un violeur d'enfants. Et l'autre procès qui m'avait beaucoup marqué, c'était donc un père qui violentait ses filles et qui amenait ses copains pour violer ses propres filles.
Et là, c'était extrêmement lourd. J'en ai encore des frissons d'en parler. Et même de l'émotion. C'est des ambiances difficiles. Et je me souviens sur ce procès-là, où à un moment donné, moi, mes émotions étaient tellement fortes que j'ai dû demander une levée de séance. Parce que les filles ont témoigné. Et quand on voit une fille arriver, qu'on voit le côté atroce de ce qu'est capable de faire un père à ses propres enfants et les attacher à un radiateur, enfin bon, des choses. Vous voyez, ça fait 18 ou 20, non plus que ça. Ouais, ça doit faire plus de 20 ans. Et j'ai encore le visage de cette jeune femme qui est venue témoigner contre son père, qui n'arrivait même pas à le regarder. Hein. Alors les émotions étaient liées justement au déroulement des faits, à ce qui se disait, ce que l'on voyait, ce que je voyais. Et je les ai gérés comme j'ai pu, en essayant de rester froid et déterminé à ne pas m'investir émotionnellement. Et c'est le plus difficile en fait, c'est ça. C'est de rester neutre et de s'efforcer à ne pas prendre un parti. On agit avec notre sensibilité et c'est tout, quoi. Donc c'est pas assez froid, je pense, quand on est devant des faits comme ça, devant des discours comme ça. On prend une décision, mais est-ce que c'est la bonne? On ne le sait pas. Est-ce qu'on prend une décision par rapport à ce que l'on a ressenti? Mais en fait, est-ce que c'est légitime? Ça, c'est la grande question. De toute façon, quand on rentre au tribunal, on sait que notre vie est entre parenthèses, on n'a pas de jour, on n'a pas d'horaire, on n'a plus rien, on est comme dans une machine à laver où on va nous brasser d'émotions violentes, de choses auxquelles on ne s'attend pas du tout quand on a une vie entre guillemets classique. Donc on est parachuté dans ce milieu-là déjà, il faut gérer nos émotions, la responsabilité, les gens qui nous entourent, la famille des victimes souvent qui sont là, et même des accusés, des réactions, c'est lourd. Je me souviens d'un verdict qui a été rendu à minuit. Et on repart, il est minuit, 1h du matin, avec notre petit baluchon dans les rues, récupérer notre voiture, rentrer chez nous comme si de rien n'était. Et ça, c'est aussi perturbant. Surtout quand on vient de rendre un verdict et qu'on vient de mettre des gens en prison et qu'on se retrouve toute seule sur un parking avec la famille qui est autour. Ça, c'était des choses qui m'ont... Enfin, on ne se sent pas protégé, quoi. Ça, c'était difficile aussi. Du coup, je partais un peu avec la peur au ventre. Hein. J'ai dit à mon mari à l'époque, il faut qu'on parte, sinon je ne vais pas tenir. Pour ma part, une forme de dépression qui est arrivée après. Hein. Et c'est l'après qui est difficile. L'avant, on ne sait pas. Le pendant, on découvre. Et l'après, où on s'écroule. Et on a besoin de se retrouver avec des jurés parce que du coup, on ne peut pas trop parler aux gens. Et puis les gens à l'extérieur qui n'ont pas suivi les procès ne comprendraient pas. Et donc on a fait un peu notre mini-thérapie ensemble. Et c'est là où j'étais très surprise qu'il n'y ait pas de suivi pour les jurés. Et c'est ce qui m'a manqué. Donc ça a été 15 jours qui ont changé ma vie à tout jamais. Pour nous, hommes de loi, ça peut paraître être quelque chose d'assez anodin de venir rendre la justice. Mais je pense qu'au moment où vous votez oui sur une culpabilité et que vous venez envoyer quelqu'un pendant 10, 15, 20, 25 ans ou perpétuité derrière les barreaux, je pense que c'est assez compliqué. C'est quand même une énorme responsabilité. C'est que vous allez demain écouter une plaidoirie d'un avocat de la défense dans n'importe quelle cour d'assises. Généralement, on leur répète, on leur dit, ça devient même un argument lorsqu'on vient plaider un acquittement, ça devient un argument de leur dire attention, la décision que vous allez prendre, elle vous engage. En fait, on vient leur faire peser une sorte de pression psychologique sur eux en leur disant attention, tu es peut-être en train de condamner un innocent, donc est-ce que ce soir tu vas pouvoir te regarder dans une glace ou rentrer chez toi pour embrasser tes gosses? Mais derrière, on enlève notre robe, on rentre chez nous et puis on passe à autre chose. Alors que eux, c'est un dossier dans leur vie. Voilà. Être juré d'assises, c'est pas une chose aisée. Ça, on a pu s'en apercevoir effectivement. Ce sont donc des citoyens lambda qui sont propulsés au cœur d'affaires sordides. Alors, je suis Céline Bopp, je suis psychologue clinicienne. J'ai une spécialité en psychocriminologie et victimologie. Voilà, et Marc Jablonski, psychologue clinicien et également avec une spécialité en criminologie et en victimologie.
On intervient pour des débriefings psychologiques depuis 2018 sur la Cour d'appel de Bordeaux. D'abord sur un partenariat qui a été créé avec la Cour via l'impulsion et la motivation notamment d'un président de cour d'assises qui s'appelle Monsieur Rémy. Et puis maintenant, on intervient également sur Limoges, Guéret et Tulle. Depuis 2018, on a rencontré quand même pas mal de jurés. Je pense que ça doit être autour des 1000 et quelques jurés. Et on a mis ce dispositif en place parce qu'il n'avait été noté, alors aussi bien dans des cabinets de psychiatres, de psychologues, mais aussi des retours que les présidents de cour d'assises pouvaient avoir des jurés à distance notamment, que les jurés pouvaient avoir des déstabilisations. Et il peut y avoir des échos, en fait, et que ça sera très singulier et très relatif à chacun. On n'est pas tous constitués de la même manière, on n'a pas le même parcours, donc forcément, ça va venir nous percuter à des endroits différents en fonction de qui l'on est et d'où l'on vient. Ils arrivent avec leur propre histoire personnelle et ça a pu nous arriver effectivement au cours du débriefing que certaines personnes ont pu nous dire écoutez, moi j'ai moi-même été victime en fait par exemple d'agression sexuelle intrafamiliale, je ne l'ai pas dit parce que pour moi à l'époque il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de procès et donc j'ai choisi d'aller faire cette mission peut-être pour venir réparer quelque chose. Chez certains ça marche. Chez d'autres, c'est l'effondrement assuré. Ouais. Alors les manifestations, ça peut être des rêves, des cauchemars aussi, une anxiété. Il peut y avoir aussi des choses du côté de l'alimentation, etc., qui vont marquer une déstabilisation. Ça peut être une déstabilisation qui va être d'allure post-traumatique. Ça, c'est pour les symptômes un peu généraux, j'ai envie de dire. Ce sont des citoyens lambda qui sont propulsés au cœur d'affaires compliquées, complexes. On les appelle les magistrats éphémères, magistrats de quelques jours. Sauf qu'eux, ils n'ont pas les repères tirés de l'habitude, ni d'un savoir-faire, ni des études. Ils n'ont pas la formation pour. Donc, heureusement, effectivement, qui peuvent être drivés. Après, le magistrat est là pour les guider, c'est-à-dire pas les diriger. Il y a une subtilité quand même. Et hormis là aussi quelques situations très, très, très exceptionnelles, la plupart du temps, les jurés nous renvoient, quand ils nous en parlent, parce qu'on ne vient pas nécessairement les chercher spontanément sur cette question-là, mais nous renvoient à quel point ils ont été véritablement guidés, enveloppés, pris en compte aussi par les présidents, en tout cas avec lesquels on peut travailler. Quand on est président de cour d'assises, on est à une place très importante. Vous, et puis un petit peu vos collègues assesseurs, vous apparaissez comme étant les sachants. Et l'éthique du président de la cour d'assises, c'est d'être à la fois celui qui va donner des éléments de compréhension d'un point de vue juridique, et d'un autre côté, vous devez être aussi celui qui est garant du respect de la parole de chacun. Et ça signifie donc que le président de la cour d'assises ne doit pas être celui qui va donner d'emblée son avis au début du délibéré, ou être le dernier à parler. Parce que sinon, vous allez nécessairement influencer, et plus qu'influencer, les jurés. Entre le moment où moi j'ai commencé ma carrière et à la fin où j'ai arrêté de siéger en cour d'assises, jeune magistrat, j'ai siégé comme assesseur en cour d'assises. Quand vous vous trouvez avec un président d'un certain âge et qui, pratiquement dès le début du délibéré, dit ce qu'il en pense, c'est compliqué de prendre la parole, même sans dire le contraire de ce qu'il dit, mais de dire « ouais, mais il y a tel truc, ça me pose question ». Je pense qu'il y a des présidents qui sont extrêmement consciencieux, qui ont envie que la décision soit le véritable reflet de ce que pensent les personnes qui sont réunies dans la salle des délibérés et qui vont avoir une attitude avec eux très horizontale. Donc ils ne vont pas, en gros, prendre le lead sur les discussions et qui vont laisser une discussion démocratique se mettre en œuvre. Donc je suis Benjamin Fiorini, je suis maître de conférence à l'université Paris 8 depuis 5 ans maintenant. Mais aujourd'hui, je vais m'exprimer simplement en ma qualité de maître de conférence et aussi en ma qualité de président d'une association qui s'appelle Sauvons les Assises et qui milite pour le rétablissement du jury populaire pour juger l'ensemble des crimes. Je sais qu'il y a des présidents qui vont même jusqu'à, par exemple, retirer leur robe de magistrat dans les délibérés pour ne pas avoir un impact symbolique sur les jurés, qui ne tentent pas à s'y référer. Alors, et il y a d'autres présidents, au contraire, moi j'ai eu quelques échos, qui au contraire sont beaucoup plus dirigistes, et là effectivement ça peut poser un problème vis-à-vis de certains jurés dont le caractère est moins affirmé. Alors,
Cette question de l'influence, de toute façon, elle est très difficile à traiter parce que, bon, imaginez un président d'assises qui va donner une indication, par exemple, sur la peine encourue. Est-ce que ça, parce qu'il veut justement que la peine soit assez forte, est-ce que ça, c'est de l'influence ou est-ce que c'est de l'information? C'est compliqué, en fait, à déterminer ce qui relève de l'influence ou pas. Mais bon, moi, j'admets très volontiers que ce problème peut exister et il y a beaucoup d'avocats qui le mentionnent également. Ils sont entourés de 3 magistrats professionnels et généralement, ils ont un peu tendance à suivre l'avis du magistrat professionnel, donc un peu à suivre les opinions ou les avis du magistrat professionnel. Donc je pense qu'en réalité, ils ont une vraie place, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais en termes de libre arbitre ou de choix au moment de décider d'une culpabilité ou pas, je pense que c'est quelque chose d'assez logique. C'est que lorsque vous n'y connaissez pas grand-chose ou rien, ben vous faites confiance au professionnel, donc vous allez suivre l'avis du professionnel. Il n'y avait pas vraiment de pression. On était libre de s'exprimer. Ça a été simple pour nous parce que les magistrats nous ont guidés, nous ont parfois orientés un peu parce qu'on ne trouvait pas les mots ou on n'arrivait pas à trier dans nos sentiments. Donc ça s'est déroulé relativement facilement avec l'appui des magistrats. Ce qui est très important quand on était président de cour d'assises, c'est de rappeler aux jurés que la décision, elle est prise à partir de ce qui se dit dans la salle d'audience et non pas à partir de ce qu'ils ont pu lire, entendre, écouter par ailleurs. Nous savons que les médias, que ce soit la presse régionale ou que ce soit les médias nationaux, peuvent être amenés à s'intéresser des affaires avant que l'affaire ne soit jugée, soit au cours de l'enquête, soit dans les jours qui précèdent un procès parce qu'il est un petit peu médiatique, pour reprendre des éléments et en faire des écrits ou en parler si c'est à la radio ou à la télévision. On va prendre un cas très simple et qui va parler à tout le monde. Par exemple, on va prendre le cas de Madame Jacqueline Sauvage. Je pense que tout le monde en France a entendu parler de cette dame qui, au décours d'une vie dans laquelle elle a été battue et rebattue par son mari, elle a décidé de lui ôter la vie. Elle a donc été jugée par un jury populaire. Bon. Ses avocates ont décidé effectivement d'occuper le terrain médiatique et de venir potentiellement influencer un jury populaire. Bon. Et l'opinion publique d'ailleurs s'est rangée derrière elle. C'est-à-dire que je pense que si vous regardez les coupures de presse à l'époque et les reportages qui avaient pu être faits à l'époque, personne ne comprenait comment cette femme, pouvait être jugée, voire potentiellement condamnée. On a tous oublié qu'elle a été condamnée 2 fois. Elle a été reconnue 2 fois coupable par des jurés populaires. Sauf que c'est un cas sur 100. La grande majorité des décisions rendues par la cour d'assises, alors maintenant il y en a moins, mais vous allez dans une cour d'assises aujourd'hui, vous en avez tous les jours qui siègent, vous êtes au courant de rien. Donc l'opinion publique, en fait, voilà, n'a que faire. Les médias vont commencer à s'en mêler sur des dossiers qui vont un peu défrayer la chronique ou qui vont faire parler, parce qu'aujourd'hui les chaînes d'infos en continu vont en parler. Quand vous faites des enquêtes, là encore, sociologiques, ethnologiques auprès des anciens jurés, ils viennent vous expliquer que quand c'était des affaires médiatiques qu'ils avaient à juger, ils ont eu l'occasion de consulter la presse pendant le déroulé de l'audience. C'est-à-dire que tous les matins, il y avait une coupure de presse sur le procès dans lequel ils étaient jurés. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce qui est dit dans la presse et ce qu'eux, ils ont ressenti comme jurés. Et j'ai envie de dire qu'au contraire, ce que disent ces jurés, c'est que ça les rend beaucoup plus méfiants après leur expérience vis-à-vis des médias, vis-à-vis du traitement médiatique des affaires. Je me souviens d'une fois, on s'était retrouvés avec des jurés un matin, enfin même plusieurs matins justement avec le journal. Et en fait, c'était tellement condensé que il manquait vraiment des choses importantes pour se faire une vraie idée de ce qui avait été dit, quoi. Et la réalité, c'est ce qui se passe dans la salle du début à la fin. Pareil, on ne peut pas prendre un morceau. Ce n'est pas un échantillon de l'affaire qui va nous donner un avis. Il faut être là du début jusqu'à la fin. Les critiques sur le jury populaire ont relancé le débat sur l'efficacité de notre justice pénale. Pour y répondre, la loi du 23 mars 2019 a instauré, à titre expérimental, les cours criminelles départementales. Avec la loi du 22 décembre 2021, ces juridictions ont été généralisées sur l'ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2023.
Composée de 5 magistrats professionnels, elle juge les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion. Sans jury populaire, ces cours promettent une justice plus rapide et plus efficace. Mais cette réforme remplit-elle réellement toutes ces promesses ? Mon attachement, il est central à ces jurys et c'est pourquoi je suis pour qu'on les fasse vivre. Hugo Bernalicis, je suis député du Nord de la 2e circonscription et je suis pour le groupe parlementaire de la France Insoumise. C'est une histoire assez rapide et brève finalement, puisque il y a toujours eu des critiques sur les jurys d'assises, on y reviendra peut-être ensuite, mais... Donc il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas très contents de ce mode de fonctionnement-là pour plein de raisons. Bon. Et ça a percuté un autre agenda, une autre question politique qui est celle de la correctionnalisation des viols dans les crimes sexuels. La réforme, elle a été initiée en 2019 à travers la loi du 23 mars 2019 qui a été votée à l'initiative de l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet et qui avait pour projet de créer à la place des cours d'assises avec jurés une nouvelle juridiction criminelle qui s'appelait à l'époque tribunal criminel départemental et qui avait pour particularité d'être composée uniquement de 5 magistrats. C'est-à-dire qu'on met les jurés à la porte du palais de justice et on ne garde que 5 magistrats. 5 au lieu de 3 aux assises, donc plus de magistrats. On constate en fait que la justice criminelle est engorgée, qu'il y a un gros problème de délai dans les jugements aux assises et on veut créer ce nouveau tribunal criminel départemental pour réguler les délais, pour faire en sorte que la justice soit rendue plus rapidement, en espérant que sans jurés, la justice sera rendue plus rapidement. Deuxième chose, on espère faire des économies, parce que les jurés, il faut savoir qu'ils sont indemnisés. Alors, c'est pas folichon, de mémoire, je crois que c'est 89 € par jour. Et troisième chose, on espère décorrectionnaliser. Alors, la correctionnalisation, c'est un mécanisme par lequel un certain nombre de crimes qui sont effectivement commis sont sous-qualifiés en délit pour être jugés plus rapidement par un tribunal correctionnel. Et le principal crime qui est concerné par ça, c'est le viol. Donc, ça a été expérimenté dans un certain nombre de départements pendant 3 ans. Et en cours d'expérimentation, il a été décidé de généraliser ces cours criminelles départementales par la loi du 22 décembre 2021, prise à l'initiative d'Éric Dupond-Moretti. Cette loi qui généralise les cours criminelles départementales intervient 1 an avant qu'on ait le résultat de l'expérimentation. Ce qui veut dire en gros qu'on a décidé de généraliser des cours dont on ne savait pas encore si elles fonctionnaient ou pas. Et c'est terrible parce qu'1 an plus tard était rendu un rapport en octobre 2022 qui nous apprenait qu'en vérité, aucun des 3 objectifs que j'ai mentionnés précédemment concernant les cours criminelles départementales n'était atteint. Je suis prêt à entendre le fait qu'il faille aller plus vite. La question, c'est qu'il y a 2 options pour aller plus vite. Soit on crée une juridiction avec une voie rapide, mais on aurait pu aussi donner davantage de moyens pour qu'elles puissent augmenter leur fréquence et la rapidité avec laquelle elles présentent des dates d'audience. Parce que souvent, c'était un élément bloquant, clairement, pour avoir des audiences. On a choisi une méthode d'accélération qui, pour moi, dès le départ, était problématique. Mais surtout, ça ne marche pas, parce que derrière, il faut 5 magistrats professionnels, là où avant, il en fallait 3. Donc, il y en a bien 2 de plus à trouver. Et comme on a augmenté le rendement du nombre de jugements en raccourcissant les nombres de délais d'audience finalement, puisqu'il y a un peu moins d'oralité, on se retrouve à avoir un autre facteur bloquant qui est le nombre de magistrats. Donc, au global, les cours criminels ne permettent pas de juger aux criminels globalement plus vite, parce que certes, on juge plus vite les accusés détenus, mais on juge moins vite les accusés non détenus. Et en plus, il ralentit les autres contentieux. Elles ralentissent ces cours criminels, les autres contentieux. Donc en vérité, on ne gagne pas de temps. Et cerise sur le gâteau, il se trouve que ces cours criminelles départementales, quand elles rendent des arrêts de condamnation, elles font l'objet de plus d'appels. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a une différence de 6%. En gros, par exemple, je crois qu'en matière de viol, vous avez un taux d'appel de 17% aux assises et vous avez un taux d'appel de 23% en cours criminel. Ça veut dire que beaucoup plus souvent, on va devoir rejuger un procès qui a été fait dans un premier temps par une cour criminelle, ce qui là encore fait perdre beaucoup de temps et coûte très cher. On se rend compte que du coup, ça coûtait pas si cher que ça les jurys. Mais de toute façon, la réduction des coûts, elle était, l'objectif de gain, on va dire, en tout cas d'un point de vue budgétaire, c'était minime par rapport au reste du budget du ministère de la Justice. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire des grandes économies de toute façon, donc c'était pas une bonne piste. Initialement, j'avais entamé ce combat contre les cours criminelles départementales exclusivement sur le terrain politique. Ce qui était un peu compliqué parce que moi, initialement, je connaissais personne du milieu politique, je suis un universitaire. En gros, comment je fais pour faire en sorte que cette lutte elle ait un écho véritable. Et sur le flot de mails que j'ai envoyé, un gros mail collectif en fait concernant peut-être, je ne sais plus, 150, 200 députés, eh bien, j'ai reçu une réponse d'une députée écologiste qui s'appelle Francesca Paschini. On s'est retrouvés à l'Assemblée nationale plusieurs fois, on a échangé et de ces échanges est née une proposition de loi
qu'elle a bien accepté de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, visant justement à supprimer ces cours criminels et à rétablir le jury populaire pour juger les crimes qui leur avaient été soustraits. Bon, finalement, cette proposition de loi n'a pas pu être votée pour une raison très simple, c'est que pour que des députés puissent faire voter des propositions de loi, ils doivent le faire dans une niche parlementaire, et ces niches parlementaires sont très étriquées. En fait, pendant une niche parlementaire, les députés n'ont pas le temps de faire passer beaucoup de textes, et ce texte-là n'était pas parmi les textes prioritaires, selon en tout cas les députés. Donc, j'ai essayé de passer par un autre relais pour faire tomber ces cours criminelles départementales, et c'est par la voie constitutionnelle. Je me suis aperçu qu'en réalité, on pouvait invoquer l'idée selon laquelle l'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun pouvait être considérée comme ce qu'on appelle un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et alors, je ne vous cache pas que les espoirs étaient quand même assez fournis, parce que l'argumentaire a été considéré et reste considéré, si on regarde tous les articles de doctrine, comme extrêmement sérieux. Et malheureusement, le Conseil a rendu une décision inverse, dont je me permets de dire qu'elle est scandaleuse. Je pense encore une fois qu'on a la justice qu'on mérite. Si on n'est pas prêt à consacrer un investissement suffisant à la qualité de la justice, on aura une justice de qualité médiocre, une justice low cost, une justice au rabais, et je pense que c'est tout ce que ces cours criminels incarnent. On devrait peut-être revoir le système, mais c'est pas à nous de le revoir, quoi. Vous regardez le procès V13, on a mis en place une assistance psychologique pour les victimes, parce que pour la première fois, elles allaient être mises en confrontation avec leur bourreau, des choses comme ça. Alors qu'il faudrait faire la même chose pour les jurés. Encore une fois, vous allez à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, les jurés rentrent par la même porte que vous. Pour peu que vous avez un accusé qui comparaisse libre, ou même sa famille qui vient déposer en qualité de témoin, en réalité, ils croisent les jurés tous les jours. Vous allez les croiser aux pauses, à la machine à café, le midi pour manger. Il n'y a rien qui est fait pour les protéger. On n'est pas comme, encore une fois, dans certains systèmes où on peut les mettre à l'écart, les faire couper du monde. Non, chez nous, voilà. La seule chose qui, en fait, on garantit l'anonymat. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, personne n'est censé connaître le nom du jury numéro 1 ou jury numéro 6. Mais c'est la seule chose qu'on fait. Une anecdote qui est intéressante sur l'après, c'est qu'un jour, j'étais avec mes enfants dans un magasin de sport et je regarde un jeune comme ça et je dis, j'ai déjà vu quelque part ce jeune. Et il me regarde aussi et on voit qu'on n'arrive pas à se remettre. Et au moment où je passe à la caisse, je me dis, oh, il était dans le box des accusés en face de moi. Et je me suis dit, mais en fait, on se sent presque vulnérable, quoi. Parce que j'habitais à côté de Pau. J'ai rendu des assises à Pau, même si, voilà. Et retrouver quelqu'un qu'on a, du coup, pas condamné, puisqu'il était dans ce magasin, ça a été un choc pour moi. Peut-être qu'il serait intéressant de condamner ou d'être aux assises dans des départements qui ne sont pas les nôtres aussi. Parce que c'était pas facile ce jour-là. Moi, quand je suis à la Cour de justice de la République, on m'a filé un petit plan là pour la Cour d'appel où j'ai un circuit à apprendre qui n'est pas le même circuit que les mises en cause, pour pas qu'on se croise. Bon voilà, et c'est pas très compliqué. Il y a des solutions, en fait, il pourrait y en avoir plein. Et puis surtout de dire dans la formation des jurys, voilà, en fait, il y a un risque que vous soyez contacté, menacé, etc. Pour, tentative de corruption, je sais pas quoi. Voici le contact, vous pouvez contacter immédiatement. Enfin, des choses un peu efficaces, basiques et qui fonctionnent, quoi, mais qu'on fait pas. Dans ce combat en faveur du jury populaire, il y a une dimension démocratique qui est incontestable, il y a une dimension citoyenne qui est incontestable, il y a une lutte en faveur d'une justice de qualité, j'en ai déjà parlé, et il y a aussi un terrain de lutte qui me semble extrêmement important à souligner, qui est justement la dimension féministe du combat. Actuellement, la situation de la justice criminelle en France, depuis la réforme, c'est la suivante. Vous avez des crimes qui sont jugés par une cour d'assises avec juré, c'est-à-dire qui impliquent l'ensemble des citoyens, qui nécessitent un regard citoyen qu'on considère comme important. Et vous avez d'autres crimes qui sont considérés comme les crimes les moins graves, qui vont être jugés sans juré citoyen. Et le principal crime concerné, c'est le viol. C'est-à-dire qu'à l'heure où on considère que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est devenu une priorité nationale, à juste titre, eh bien, on décide de confier le jugement des viols à une juridiction qui prend moins le temps, dont on veut qu'elle consomme moins de ressources
et dont on veut surtout qu'elle juge plus rapidement. Et surtout, qui ne nécessite plus le regard de l'ensemble de la collectivité, alors même qu'on sait particulièrement que ce regard est très important pour ce type d'infraction. Quand vous expérimentez la fonction de juré, vous vous rendez compte que les viols, eh bien, la plupart du temps, c'est commis dans l'entourage proche, c'est commis au sein de la famille, c'est commis dans l'entourage amical, c'est commis dans le cadre du travail. Et en plus de ça, vous découvrez des mécanismes qu'avant, vous ne compreniez pas. Vous comprenez peut-être mieux, en entendant la victime, pourquoi elle a mis autant de temps à porter plainte. Vous avez des raisonnements quand même un peu plus sophistiqués, un peu plus subtils, et un peu plus en adéquation avec la réalité qui est vécue par les personnes. Vous vous apercevez de ce que c'est que le phénomène d'emprise, en fait, le phénomène de dissociation. Vous découvrez des choses, comme c'est le cas actuellement avec le procès Mazan, qui existent, que vous ne soupçonniez même pas, à savoir la soumission chimique. Donc en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces cours criminels, symboliquement, ça apparaît comme des super tribunaux correctionnels ou des sous-cours d'assises qui vont jouer un sous-crime, qui vont juger un sous-crime. Je pense qu'on doit pouvoir remettre des jurés, y compris en matière de terrorisme et de criminalité organisée. Et surtout, ça revient à la genèse de pourquoi le jury a été créé, c'est-à-dire sur les crimes les plus graves, justement parce qu'on veut que cette maxime soit respectée, que les jugements soient vraiment rendus au nom du peuple français et que le peuple français soit partie prenante en fait de cette réflexion sur le sens de la peine, sur les crimes qui ont pu être commis et les conséquences que ça a, y compris du point de vue de la société. C'est pour ça que par exemple le procès des viols de Mazan, pour moi, aurait dû être jugé aux assises. Le courage de la victime d'avoir souhaité que ce soit public aurait eu une toute autre dimension si en plus il y avait eu un jury populaire. Pour conclure, je dirais que le combat en faveur du jury populaire, il est loin d'être terminé. Il y a encore des relais au niveau politique. Donc là, je suis en train de travailler avec un certain nombre de députés sur une proposition de loi qui viserait à rétablir le jury populaire. Et c'est ce pourquoi je vais continuer à me battre dans le cadre notamment de mon association Sauvons les Assises, qui est ouverte à quiconque voudrait se joindre à la cause.